C'était Plus belle la vie avec Orange. Madame, est-ce que vous m'entendez? SOS 18. Ouais. Oh putain, c'est quoi cette merde? L'ambulance? On envoie de drôles à la brigade. Se faire passer pour un pompier. Une inondation? On est pompiers, non? Quelle meilleure couverture pour un braquage? Apparemment, ceux qui l'ont piqué s'amusent bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Une bande de voyous fonce dans le mur en y poussant les autres. Une mission vraiment spéciale pour l'équipe de SOS 18, samedi à 20h50 sur France 3. Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de votre journal. Quelles sont les causes du dramatique accident en ferroviaire survenu ce matin en Moselle? 2 trains se sont percutés de plein fouet sur la même voie. Il y a au moins 5 morts. Les opérations de désincarcération se poursuivent en ce moment. On fera le point dans quelques instants. La vérité redoutée. Véronique Courgeot a avoué être la mère des 2 bébés retrouvés dans son congélateur à Séoul. Elle affirme avoir caché sa grossesse, y compris à son mari, et avoir agi seule. Un film coup de poing et un coup de gueule. Le documentaire d'Al Gore sur le réchauffement de la planète était présenté ce soir à des parlementaires à l'initiative du photographe Yann Arthus Bertrand qui regrette en général l'inertie des politiques en matière d'écologie. Il répondra sans détour à nos questions. Et puis football, 4e match de qualification pour l'Euro 2008 et il y a quelques instants la France a battu les îles Féroé à Sochaux. Le score 5-0. Résumé du match à la fin de ce journal. Après avoir d'abord avancé le chiffre de 12 morts, on parle ce soir de 5 victimes au moins après l'accident ferroviaire de ce matin en Moselle. Un train de voyageurs et un train de marchandises se sont percutés de plein fouet à la frontière avec le Luxembourg, à un endroit où la circulation aurait dû s'effectuer en alternance. Stéphanie Léjard. Une collision à plus de 100 km/h. Le choc d'une extrême violence a fait dérailler en partie le convoi de marchandises qui roulait vers le Luxembourg. Il a heurté le TER luxembourgeois qui transportait une vingtaine de voyageurs de plein fouet. Les 2 conducteurs meurent sur le coup, ainsi qu'un ouvrier qui travaillait sur les voies. Alors les tôles de train, ils sont passés au-dessus de nous. On a de la chance. Et les roues et tout. Et le caténaire aussi, il est arraché carrément. Et le responsable du SNCF, il a dit, vous ne bougez pas, parce que le courant, tu sais combien de volts là-dessus. Très rapidement, des secours sont dépêchés des 2 côtés de la frontière franco-luxembourgeoise. Cette équipe de pompiers travaille à la désincarcération des victimes. Elles sont évacuées en urgence vers un hôpital de campagne. Vous dirigez sous la tente, là, on va vous prendre en charge. Voilà. Blessés ou simplement choqués, les victimes sont prises en charge immédiatement par les équipes médicales. Des gens qui étaient un peu hagards au départ et qui petit à petit prenaient en compte la situation et comprenaient ce qui leur était arrivé. Avec bien le recul qu'il peut y avoir sur ce genre d'opération, c'est-à-dire la peur. Comment le TER luxembourgeois du même type que celui-ci a-t-il pu percuter le gros convoi de marchandises? Depuis un mois, la circulation ferroviaire entre la France et le Luxembourg s'effectuait sur une voie pour cause de travaux. Une circulation alternée, régulée par des feux automatiques qui empêchent en théorie toute collision selon la SNCF. Ce que nous savons, nous, c'est que du côté français, le train fret qui allait en direction du Luxembourg, ce train fret a rencontré, quand il a pris la voie, un signal au vert, car s'il n'avait pas rencontré un signal au vert, c'est-à-dire un signal au rouge, il se serait arrêté automatiquement. De leur côté, les autorités luxembourgeoises n'avancent aucune explication sur les causes de la collision. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités dans cet accident. Et puis se sont immédiatement rendus sur place Anne-Marie Idrac, la présidente de la SNCF, Dominique Perben, le ministre des Transports, et puis Dominique de Villepin, qui était en route pour les Antilles, a fait demi-tour pour se rendre sur place. Le Premier ministre s'est dit profondément bouleversé par ce drame. Alors en ce moment même, le travail des secours se poursuit. Les corps de toutes les victimes n'ont pas encore été désincarcérés et l'enchevêtrement des wagons rend la tâche très difficile. Sur place, Philippe Castel, Michel Anglade. Ce soir encore, personne n'ose avancer un bilan définitif.
La recherche des corps reste la priorité des secouristes. 2 des 5 victimes répertoriées sont toujours prisonniers de la balle ferraille et l'on craint surtout de découvrir d'autres victimes. Vous avez une locomotive qui est à cheval, qui est montée à cheval sur le wagon. Donc là, on a des instabilités fortes et à chaque fois qu'on progresse à l'intérieur, il y a des risques quand même pour les personnels de voir des effondrements. Donc on a travaillé avec le responsable de la SNCF sur une technique qu'on va utiliser en fin de nuit pour pouvoir faire continuer à progresser le personnel dans la partie du wagon qui n'a pas été encore visitée, parce qu'il y a une partie du wagon sous la locomotive qui n'a pas pu être visitée compte tenu des risques qui existent. Ce soir, des grues de fort tonnage ont été acheminées par voie ferrée, tant du côté luxembourgeois que français. Le travail est délicat pour les 150 pompiers des 2 pays qui, depuis midi, sont sur le terrain. Très difficile parce que c'est du matériel très très lourd, donc on n'arrive pas à la vitesse connue sur la route. Hein. On avance pas mal, mais on n'avance pas dans la même vitesse que sur un accident routier, c'est normal. Hein. Au niveau de l'enquête et des circonstances exactes de l'accident, les autorités judiciaires, mais aussi les responsables des chemins de fer luxembourgeois et français, comptent beaucoup sur la découverte des boîtes noires dont sont équipés les trains pour tenter d'en savoir plus. Je pense qu'elle va nous apprendre déjà au moins la vitesse à laquelle circulaient réellement les trains. Ça fait partie des éléments ça fait partie des éléments de l'enquête qui sont nécessaires pour essayer de comprendre comment cet accident s'est passé, avec en particulier cette violence. Ce soir, une grue de 350 tonnes a été acheminée en pièces détachées sur les lieux de l'accident pour tenter de désincarcérer les dernières victimes. Bonsoir Nathalie Pérez, vous êtes sur place en ce moment. Alors est-ce qu'on en sait un peu plus, Nathalie, sur l'identité des victimes ? Alors, pour ce soir, évidemment, le bilan est de 5 morts. D'après la police luxembourgeoise, seul le chauffeur du train serait originaire du Luxembourg. Les 4 autres personnes étaient françaises. En ce qui concerne les blessés, il y a 15 blessés. 11 d'entre eux ont pu ce soir rejoindre leur domicile, ici, du côté français. 4 autres blessés plus sérieux. 2 sont hospitalisés au Luxembourg et 2 autres sont toujours au CHU de Nancy. Il faut savoir que ce train transporte en majorité des Français, car il s'agit d'un TER qui achemine donc les frontaliers jusqu'à leur travail au Luxembourg. On peut dire également que ce soir, une chapelle ardente a été installée au CHU de Nancy et qu'une cellule d'aide psychologique a été mise en place pour les familles et les proches des victimes. Et j'ajoute qu'un numéro vert a été mis en place pour les familles. Il s'agit du 0800 130 130. Merci beaucoup Nathalie Pérez pour ces précisions. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir après ce dramatique accident ferroviaire survenu en fin de matinée en Moselle et qui a fait donc au moins 5 morts. Les aveux insensés. Véronique Courgeot a reconnu pendant sa garde à vue être la mère des 2 bébés retrouvés morts dans son congélateur à Séoul, en Corée du Sud. Elle affirme avoir dissimulé sa grossesse à tout le monde, y compris à son mari, qu'elle met hors de cause dans cette affaire. À Tours, Édouard Dacosta, Gaël Andolz. Un avocat qui presse le pas et c'est toute une enquête qui s'accélère. En début d'après-midi, Véronique Courgeot craque, elle passe des aveux complets. Véronique Courgeot a reconnu les faits et elle a précisé avoir agi seule. Voilà ce que j'ai à vous dire à ce stade de la procédure. Véronique Courgeot aurait accouché toute seule de jumeaux, disculpant ainsi à ce stade de la garde à vue son mari que l'avocat a rencontré également. J'ai vu monsieur et madame Courgeot, donc il y a un sentiment d'apaisement pour l'un et l'autre. Voilà. Mais attendons demain et on refera le point demain. Bien que confondu par une première expertise ADN effectuée en Corée du Sud, le couple Courgeot n'avait pas hésité à dénoncer une manipulation avant de se soumettre à une seconde expertise, cette fois-ci en France. C'est un cauchemar. Et c'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Voilà. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que nous ne sommes pas les parents de ces 2 enfants. Et ma femme n'a pas eu de bébé. Cette journaliste a pu enquêter à Séoul. Dès la fin du mois d'août, les policiers coréens lui confient qu'ils croient en l'innocence du père biologique des 2 nourrissons retrouvés morts. L'enquêteur que j'ai rencontré m'a dit très précisément qu'effectivement Jean-Louis Courgeot avait l'air totalement paniqué après la découverte des bébés, qu'il était en état de choc, qu'il tremblait. C'est d'ailleurs aussi, ça ressort aussi du témoignage du gardien de la résidence qui est arrivé le premier sur les lieux. Donc ça laisse à penser qu'effectivement il était sincèrement surpris et que donc il n'était pas au courant que ces bébés se trouvaient dans le congélateur.
Pour quelles raisons Véronique Courgeot a-t-elle laissé mourir ses enfants? Dans quelles conditions a-t-elle accouché? Comment a-t-elle pu dissimuler une grossesse à la fois à son mari et à ses amis à Séoul? Dans quel état psychiatrique se trouve aujourd'hui cette mère de famille? La prolongation de la garde à vue des époux Courgeot pourrait peut-être encore réserver certaines surprises aux enquêteurs. Tout indique qu'il s'agit d'un accident. Un petit avion s'est écrasé il y a 2 heures contre un immeuble d'habitation du centre de New York, aux États-Unis. Il y a des victimes, 2, peut-être 4. En tout cas, il y a un incendie. Vous le voyez, peut-être 2 victimes dans l'avion, 2 dans l'immeuble. On ne connaît pas pour l'instant les causes de ce qui apparaît être donc un accident. Un étudiant américain enlevé dans la bande de Gaza. L'information émane d'un groupe jusqu'ici inconnu, Ansar Hassouna, et elle est en cours de vérification. Michael Phillips a 24 ans, il travaille comme prof d'anglais pour une ONG à Naplouse. L'organisation qui pour le moment n'a pas exigé de rançon réclame la libération de prisonniers palestiniens en priorité, disent-ils, les mineurs et les femmes. Reporters sans frontières, Bernard-Henri Lévy, Catherine Deneuve, mais aussi des anonymes. 1 millier de personnes s'étaient rassemblées cet après-midi sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame à Paris pour rendre hommage à la journaliste russe Anna Politkovskaya, assassinée samedi dernier. Des politiques de tous bords également. Il s'agissait aussi de défendre la liberté d'expression. Leçon de choses aux parlementaires français réunis à la Maison de la Chimie. Les élus étaient invités à voir une vérité qui dérange. Le documentaire de Davis Guggenheim retrace l'engagement d'Al Gore sur l'écologie. Ce film coup de poing sur le destin de la planète aura-t-il ému l'Assemblée? Sandrine Rigaud et Claude Pfaffman étaient sur place. Ceux qui doutaient du succès de l'opération peuvent être rassurés. Devant la Maison de la Chimie, plusieurs dizaines de mètres de queue. La projection très privée du film d'Al Gore est un succès. L'événement médiatique que la classe politique ne devait pas rater ce soir. Il y a effectivement le sentiment qu'on ne peut pas rester dans l'état où on est, qu'il faut agir. Ce film, s'il aide à cette prise de conscience, tant mieux. C'est maintenant le moment de traiter sérieusement cette chose qui est lourde et grave pour l'humanité. À l'intérieur de la salle, plus une place libre. On attendait 100 parlementaires. Ils étaient entre 250 et 300 selon les chiffres de l'Assemblée nationale. De quoi même émouvoir l'ancien vice-président des États-Unis, venu présenter son film sur le réchauffement climatique. C'est vraiment fantastique d'avoir autant de monde ici, des gens aussi influents. On m'a même dit qu'il y avait une autre salle avec 600 personnes. Tout le monde ne verra pas le film assis. À la sortie, les réactions sont unanimes, qu'on soit de droite ou de gauche. Ça ouvre l'esprit, ça montre vraiment les choses et ça dit la responsabilité que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos enfants, des générations qui nous suivent et vis-à-vis de cette terre que nous aimons et que nous devons absolument préserver. J'aimerais qu'on n'ait pas des controverses politiciennes médiocres sur ce sujet parce que, comme il l'a dit, c'est une question morale, quoi. Il y a aussi ceux qui en profitent pour faire la promo de leur candidat. Ce matin, Ségolène Royal a fait une conférence de presse sur l'Europe et elle a dit que parmi les grandes priorités, il faut investir massivement dans les énergies renouvelables. Prise de conscience éphémère ou tournant politique, beaucoup de bonnes intentions affichées en tout cas, mais qui ne résisteront peut-être pas au choc de la campagne. Et sans détour, le photographe et grand défenseur de l'environnement, Yann Arthus-Bertrand est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous étiez très inquiet, vous aviez peur que votre initiative fasse un peu chou blanc. Finalement, il y a eu beaucoup de monde ce soir, vous êtes content? Quand j'ai vu le film il y a au mois de juin, je l'ai montré à Debré, qui a trouvé ça formidable. Je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'on n'organise pas une séance à l'Assemblée nationale? Du coup, là, les députés, ils ne se déplacent pas beaucoup, il y en aura que 100 maximum. Quel aveu! Oui, et donc on a monté l'opération ensemble. Je dois reconnaître qu'il a été génial parce qu'il a cru tout de suite. Et c'est vrai que la semaine dernière, mon bureau, on a appelé tout le monde, un par un, pour vraiment faire un peu de lobbying. Vous avez envoyé des courriers électroniques aussi? Oui, j'ai fait d'abord j'ai fait le coup de téléphone, après j'ai vu qu'il y avait 100 personnes qui venaient, alors ça m'a un peu énervé. Donc on a fait un mail, et puis j'ai parlé un peu dans la presse, et en fin de compte, ce soir, ils étaient presque 250, donc c'était
un succès, donc génial. Je pense aussi que c'est des gens qui ne renvoient pas leurs cartons, qui attendent que ça arrive dans la presse, qui on va y aller. Donc en fin de compte, c'était un mélange de citoyens, de gens qui avaient été invités, et de députés. Il y avait une ambiance formidable, les gens sont levés pour applaudir Al Gore debout. Ça a duré pendant une heure, on a parlé, c'était plutôt génial. Alors dans les réactions qu'on voit de droite comme de gauche, elles sont unanimes, ce film est formidable, c'est passionnant, c'est intéressant, l'écologie c'est essentiel. Bon, ça ce sont les bonnes intentions. Est-ce que vous pensez vraiment que ça a donné lieu à une prise de conscience des politiques en France et que l'écologie va devenir une priorité? D'abord, on a les hommes politiques qu'on mérite. C'est-à-dire? Si on n'y croit pas, ils n'ont pas y croire. L'homme politique n'a qu'une envie, c'est d'être réélu. Donc il sera poussé par les co-citoyens. Moi, j'essaie de parler par mes expositions dans la rue, par les photos, je parle aux gens de la rue. Et je pense que ce film est fait surtout pour l'Américain moyen. C'est un film qui est fait pour les États-Unis, donc c'est facile à comprendre et qui est formidable, alors que c'est qu'une conférence filmée. Et moi qui ai vu le film, je me suis dit, ce film en 2 heures, il fait plus que moi depuis 10 ans avec mes photos. Donc je sais pas, je voulais le montrer. Et je dois reconnaître que quand j'ai vu à la fin les députés, qui sont des gens cyniques, sceptiques, un petit peu se lever pour applaudir, et j'ai parlé après avec eux, ils sont venus me remercier, j'étais content. Donc vous trouvez que cette soirée suffit à briser l'inertie dans ce domaine? Mais bien sûr que non, mais on va tous avancer dans le même sens. Il y a le rapport qui est paru il y a 2 jours, qui était commandé par Chirac à Raffarin. Si on veut que le climat n'augmente que seulement de 2 degrés dans le siècle prochain, il faut diviser par 4 nos effets d'émetteurs, par 4 nos raies de CO2. Ça veut dire que nous, particuliers qui rejetons 50% par le chauffage et par le transport, il faut qu'on fasse 4 fois moins. Donc ça va être très difficile. Moi, je rêve d'un homme politique qui nous dit ça va être difficile, mais on va y arriver, et qui nous prend comme des citoyens responsables sans nous mentir. Alors il y a un moyen, en fait c'est une annonce que vous nous faites là, puisque vous avez obtenu une autre victoire, c'est que chacun d'entre nous peut dès maintenant, là, dès tout de suite, pendant Soir 3, faire son examen de conscience sur Internet. Moi qui volais en hélicoptère depuis longtemps sur la Terre en période de réchauffement climatique, ça m'embêtait un petit peu. Donc depuis 4 ans, moi je compense mon carbone, je calcule mon CO2, et je compense mon carbone en plantant des arbres ou en donnant de l'argent à des ONG qui en Thaïlande donnent des fours pour des écoles et les hôpitaux qui dépensent moins de bois, en fournissant des panneaux solaires. Et donc c'est maintenant, on peut aller sur le site internet actioncarbone.org et on peut regarder le carbone que nous, particuliers, on dépense, et on peut le compenser si on veut. Si on veut changer le monde, soyons le changement. Il ne faut pas demander aux autres de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Merci beaucoup Yann Arthus Bertrand d'avoir répondu à nos questions. Un mot pour vous dire que, ça y est, il y a quelques minutes, on apprenait que le gymnase de Cachan avait été totalement évacué avec 24 heures de retard. Les ex-squatteurs y étaient hébergés depuis le 18 août dernier. Je rappelle qu'un protocole d'accord entre l'association qui les a pris sous son aile, France Terre d'Asile, et le ministère de l'Intérieur a été trouvé il y a quelques jours pour des solutions de relogement. En France, 300 000 mariages sont célébrés chaque année, un peu plus de 100 000 divorces consommés. Au milieu restent les enfants. Alors la situation idéale, bien sûr, ce sont les 2 parents qui continuent de très bien s'entendre et qui habitent dans la même ville. Mais comment faire quand ils ne se parlent plus du tout et qu'ils habitent à plusieurs centaines de kilomètres? Eh bien, ceux-là se sont organisés, notamment, là encore, grâce à Internet. Reportage Béatrice Nivois, Yvon Delot-Sibylle-Bromberg. En provenance de Bordeaux et à destination... Nathalie vient chercher son fils à la gare un week-end tous les 15 jours. Elle est divorcée et vit à Tours. Son fils habite à Bordeaux avec son père. Nathalie et son ex-mari se partagent les trajets en train. Chaque parent fait donc un aller-retour en fin de semaine. C'est toujours contraignant puisque c'est un voyage aller-retour, c'est 6 heures de train et... c'est l'obligation, voilà, on ne peut pas faire autrement. Pour justement alléger les contraintes, Nathalie a créé un site internet. Conseiller les parents divorcés, c'est devenu son métier. Les petites annonces pour les co-accompagnements explosent. Mais surtout, les demandes de conseils juridiques sont récurrentes. Bref, le site offre des solutions pour ces nouvelles familles, les monoparentales ou les recomposées. Plus d'1,5 million en France, c'est le seul pour l'instant à proposer ces services. On s'attendait à ce que ça marche, mais à ce point-là, qu'il y ait une demande aussi marquée, aussi rapide, je crois que c'est une bonne surprise. Ça veut bien dire qu'il manquait quelque chose. Eux aussi ont divorcé et ça se passe plutôt bien avec leurs ex. Mais ils ont quand même vécu les conversations sans fin au téléphone pour régler les tracas quotidiens. Alors, ils ont créé Mémo Carnet, ce cahier de liaison gardé par l'enfant et dans lequel chaque parent peut décrire le rendez-vous chez le dentiste ou le compte-rendu du conseil de classe. Un bon moyen de faciliter la vie des grands et des petits.
Si on doit inviter une copine et puis ça nous sort par la tête, finalement ça peut faire ça peut faire une dispute entre les parents et puis finalement on se retrouve encore au milieu et c'est plus simple quand c'est consigné par écrit. C'est dans l'intérêt de l'ex-compagne qui peut sans émotion transmettre un certain nombre d'informations et ça permet à l'actuel de savoir que ce qui concerne les enfants est circonscrit dans le même carnet. En France, un couple sur 3 divorce, plus de 60% de ces séparations restent toujours conflictuelles. Dorasso prend la porte, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est licencié. C'est une première depuis 1973 et l'instauration de la charte régissant le football professionnel. Vikash Dorasso avait rejoint le PSG en 2005. Il avait été mis à pied à titre conservatoire le 26 septembre dernier pour avoir publiquement critiqué son entraîneur Guy Lacombe. Et puis, football sur le terrain, cette fois-ci, match de qualification pour l'Euro 2008, le 4e. Et l'équipe de France n'a fait qu'une bouchée ce soir à Sochaux des îles Féroé. Le score 5-0. Benoît Véran. Dans un match entre le finaliste de la Coupe du Monde et une équipe d'amateurs féroïens classée 179e par la FIFA, on s'attend à une rafale de buts. Les Français l'ont compris, il faut marquer rapidement pour éviter le piège et faire le deuil du match contre l'Écosse. Saha déclenche les hostilités seulement 36 secondes après le coup d'envoi. Il ouvre le score, servi par Henry après un centre de Sagnol. Le Munichois est encore à l'origine du deuxième but des Bleus en milieu de première mi-temps. Bien placé dans la surface de réparation, il redistribue le ballon et offre à Thierry Henry son 38e but en équipe de France. En confiance, les Bleus tentent enfin des tirs lointains. Mais peut-être par manque d'habitude, rien ne rentre. 2-0 à la mi-temps. Tous en défense, c'était le mot d'ordre des joueurs des îles Féroé qui n'ont fait que repousser les assauts répétés des Français. Anelka, à peine rentré en deuxième mi-temps, signe là un beau but pour son retour en équipe de France. Trezeguet conclut le match en marquant 2 buts. Score final 5-0 pour les Bleus. La France est en tête du groupe B avec 9 points à égalité avec l'Écosse. 2 points derrière l'Italie. Prochain match des Bleus, mars 2007 contre la Lituanie à Vilnius. RTL, 40 ans ensemble, c'est le choix de Soir 3. C'est un ouvrage de Jean-Pierre Defrun et Jacques Boutelet, 40 ans ensemble, 40 ans pendant lesquels RTL s'est imposé comme la première radio de France, occupant le premier rang en part d'audience. À travers une multitude d'anecdotes, de photos, de documents inédits surtout, ce livre met un visage sur ses voix et raconte l'histoire d'une radio pas comme les autres, qui a tout fait pour préserver son indépendance. Et ses voix, bien sûr, sont celles d'Anne-Marie Pesson, Ménie Grégoire, Jean Ferniaud, Léon Zitrone, Max Meignier ou encore Jean-Pierre Foucault, Philippe Bouvard, Jean-Michel Apathy ou Alain Duhamel. Voilà, avec qui plusieurs générations ont grandi et se sont forgés une opinion. Le livre sort aujourd'hui aux éditions Calman Lévy. Voilà pour une rubrique préparée par Fabienne Blévis. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Demain le 12-13, c'est avec Stéphane Lippert. Le 19-20 avec Audrey Pulvar. Ce soir ou jamais, la suite, c'est maintenant. À demain, 23h pile. Merci. Quoi de neuf dans les salles obscures? Mercredi, c'est sorti. Faites votre cinéma tout de suite sur France 3. Vous voulez me dire ce qui ne va pas? Je suis un roi de l'arnaque. Agent Calloway, la commission fédérale du commerce. Et là, tout à coup, j'ai une fille. Un arnaqueur? Le roi de l'arnaque. Apprends-moi une combi. Apprends-moi une combi. Non, vraiment, allez. Un film inédit de Ridley Scott. Règle numéro 1, ne pas travailler près de chez soi. Ne pas en danger. déconner. Et règle numéro 2, ne rien écrire. Mon père est le roi du savoir-faire. 14 ans. 14. Entre sa fille et ses combines, Nicolas Cage devra choisir demain à 20h55 sur France 3. Faites le silence autour de vous. C'est un livre un jour sur France 3 avec AEG Electrolux électroménager.
Les chroniques d'Oliver Alban, de Floch et François Rivière, ici présents aux éditions Robert Laffont. Alors, un mot sur, je dirais, la généalogie de ce livre. Vous êtes parti d'un certain nombre d'albums de bande dessinée que vous avez écrits, François Rivière, que Floch a illustrés, dont certains sont devenus des classiques, comme Le Rendez-vous de Sevenoaks. Et les personnages de ces bandes dessinées deviennent les héros de ce roman, ou plutôt de ce roman par portrait, dirais-je, puisque vous racontez le destin de chacun d'entre eux et que, comme dans les albums, vous mêlez la réalité et la fiction. Oui, en fait, on a inventé un personnage qui s'appelle Oliver Alban, donc qui est censé avoir écrit ses chroniques, lui-même étant une invention de Francis Albani et Olivia Sturges, qui sont nos héros, enfin les héros des albums de bande dessinée qu'on a également produits, inventés. Qui sont eux aussi, bien sûr, inventés. Oui. Oui. Et vous avez eu l'idée de mêler à ces personnages de pure fiction la vérité, la réalité. Vous évoquez des grands écrivains comme Somerset Maugham, vous évoquez Alfred Hitchcock, vous évoquez des comédiens illustres comme John Gielgud, et tout ça s'interpénètre d'une manière finalement absolument naturelle. Bah, écoutez, c'était assez naturel au fond que des gens comme Francis Albani ou Olivia Sturges aient connu ces personnages, les aient rencontrés et aient eu envie d'en parler. Alors là, ils utilisent un masque qui est celui d'Oliver Alban, mais en fait, ils racontent des rencontres avec des gens qu'on a un peu oubliés comme Hugh Walpole ou d'autres qu'on connaît très bien comme Patricia Highsmith ou Alfred Hitchcock ou des comédiennes jugées peut-être un peu légères comme Natalie Wood, mais parce que ce sont des gens curieux, excentriques en fait. Au-delà de cet artifice de fiction qui est extrêmement amusant et qui est encore une fois illustré de portraits par Floch, qui est plus anglais que les Anglais, on a justement l'impression que l'un et l'autre vous partagez une espèce de passion immodérée pour la perfide Albion et que c'est une manière au fond de redire à quel point ce pays vous touche. Et effectivement, l'Angleterre nous touche beaucoup, mais une Angleterre qu'on explore maintenant un petit peu de manière un peu plus précise à travers des personnages et pas seulement des paysages ou des décors. Pour moi, l'Angleterre, c'est le romanesque à l'état pur. Enfin, il n'y a pas un personnage, un décor, une ambiance anglaise qui ne soit pas, pour moi, un élément de fiction. Et c'est ça qui, finalement, est le plus intéressant dans la vie, c'est la fiction. Faites le silence autour de vous. C'était Un livre un jour sur France 3 avec AEG Electrolux électroménager.